Vous êtes nombreuses à me poser la question suivante: comment se donner plus de valeur? Et oui, chez Frico Féminin, on parle souvent d'argent, mais finalement, la première des questions qu'on doit se poser, c'est comment, augmenter sa valeur perçue et se donner plus de valeur dans son quotidien, dans sa vie professionnelle. Et c'est un sujet que je vous propose qu'on évoque à deux voix aujourd'hui avec mon invité du jour qui est Ango. Bonjour. Bonjour Ophélie, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui, je suis très honorée. Et je te remercie d'avoir répondu présente à mon invitation. Et avant de passer cette interview, je vous invite à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors ça, justement, la question de la valeur que les femmes se donnent, que ce soit au sein de leur famille, professionnellement ou dans leur business, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est plutôt problématique et douloureux, et notamment ça ressort à travers les chiffres. Les femmes dans l'entrepreneuriat montent des entreprises plus petites. Souvent, elles sont en auto-entreprise, elles gagnent moins, elles investissent moins, elles négocient moins leur rémunération dans le monde du travail. Donc, c'est encore très, très présent. Et bien, tout ça, ça renvoie à la valeur qu'on se donne et à tous les sujets que nos mères et nos grands-mères nous ont transmis là-dessus. Est-ce que c'est également quelque chose que toi tu observes dans ta vie, tant personnelle, familiale, amicale que professionnelle? Alors, bien sûr Ophélie, voilà je vais directement partir, de mon exemple, hein, concrètement. Je suis malgache, née à Madagascar et je suis partie, faire mes études en 1996, en France et donc j'ai eu le choc de ces 2 cultures-là. Pourquoi? Parce que, à Madagascar, nous sommes encore élevés sous l'autorité parentale, c'est-à-dire que tu es sous l'autorité du père, tes parents choisissent le mari que tu es censé épouser et ensuite tu passes sous l'autorité de ton mari. Donc, côté dépendance ici, c'est la totale et surtout que Madagascar, pas si longtemps encore, être marié, c'était une situation. C'est-à-dire que si tu ne l'es pas, tu es très mal vu au niveau de la société et donc tu peux très vite te faire rejeter. Donc il y a déjà ce poids-là que la femme porte. Donc elle ne peut même pas ici avoir ce côté où je reconnais mes valeurs parce que, bah, la société quelque part, même surtout familiale, décide déjà pour toi. Donc choc des cultures, arrivée en France, il y avait déjà beaucoup plus de liberté. Donc je suis allée à la fac et là, il y avait, une multitude de nationalités et là, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, il y a énormément de, de choses, qui existent ailleurs», et cetera. Mais je me suis quand même rendu compte et là, c'est toujours mon expérience, personnelle, que même quand tu postules par rapport à un travail, si tu n'es pas trop exigeant au niveau de ton salaire et cetera et ben, tu as le poste même si tu as énormément de diplômes. Et de là, j'ai commencé à cheminer un petit peu en me disant: «OK, là, c'est quoi l'essentiel?» Avoir le job, avoir l'argent et ne pas être trop regardant par rapport aux conditions et cetera, même si je voyais bien qu'il y avait, vraiment une injustice par rapport à ça. Et je pense que je suis allée au-delà du sujet de ta question. Mais je voulais vraiment souligner ce côté où on a effectivement un poids sociétal qui nous empêche en fait de faire ce chemin, de dire: «Je reconnais ma valeur». Parce que quand tu commences à reconnaître ta valeur, n'oublions pas que c'est aussi ta confiance que tu construis. C'est ta confiance, c'est ton autonomie. Donc aujourd'hui, on a beaucoup, ces histoires de légitimité, d'illégitimité, de place et cetera. Tout ça, ça vient de là. Donc voilà pourquoi, à mon sens, il est nécessaire de reconnaître sa valeur.
Oui, et ça, tu l'évoquais, c'est en grande partie, transmis alors par la société et puis en transgénérationnel, c'est-à-dire par les générations précédentes et c'est Tout lié à à la place fait. de la femme. Alors en France, les femmes n'ont eu le droit de disposer librement de leur argent qu'en 65, c'est finalement assez récent. Mmh. Moi, c'est la génération de ma maman et disposer et gérer, ça n'est pas négocier. Tout à fait. Et ça n'est pas, gérer la prospective qui est de pouvoir se projeter et mettre l'argent au service de sa vie et c'est ça aujourd'hui, qui pèche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait le faire, globalement, mais on ne s'autorise pas à le faire puisque, comme tu le disais, on nous a appris que travailler, c'était déjà bien, qu'il ne C'est fallait ça. pas déranger, qu'être une bonne élève qui accepte les conditions, c'était quelque part être une bonne fille, une bonne mère, et rester dans nos cases. On nous a aussi parfois appris que c'était mieux de rester quelque part en arrière d'un homme, hein, c'est encore de manière assez C'est flagrante ça. transmis par la société. Et c'est toutes ces croyances, et là on parle bien de croyances et plus de réalité sociétale, qui font qu'on ne s'autorise pas à faire quelque chose qu'aujourd'hui on pourrait faire, c'est-à-dire prendre conscience de notre valeur et la faire reconnaître dans notre cadre familial, amical et professionnel. Parce que souvent, quand ça pêche partout. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors justement, je le voyais, 1 chose pour prendre conscience de sa valeur, eh bien, c'est prendre conscience de la valeur de, ce qu'on donne gratuitement. Et ça, c'est aussi assez tabou, parce que les femmes apportent au sein notamment du foyer. Tout à fait. Alors, l'illustration peut-être que je vais apporter, c'est, par rapport aux accompagnements que je fais, justement, par rapport à ces femmes, entre guillemets «au foyer», heu, en fait, je leur dis: «Mais regardez quand vous gérez le foyer, en réalité, vous sécurisez, vous apportez du temps de valeur, vous apportez quand vous faites à manger dans votre foyer, c'est de l'argent qui ne part pas dans les restaurants et cetera. Aujourd'hui, il faut comprendre que ce travail-là, ça constitue 30 du PIB mondial, du produit intérieur brut, de richesse. Ça produit 30 de richesse mondiale, tout simplement parce que quand la femme s'occupe de son foyer, ça veut dire qu'il y a éventuellement son mari qui peut travailler tranquillement, qui peut produire de la richesse à l'extérieur et être tranquille quand il arrive. Voilà, il n'a plus à préparer à manger, à faire le ménage, à s'occuper des enfants, et cetera, puisque ça a été fait en amont. Donc, on participe en réalité, donc par rapport à cette vie qualitative et ce bien-être qu'on apporte, on apporte la richesse. Et ça, la plupart du temps, elles ne sont pas conscientes de ça, de ces 30 là. Et il y a eu un prix Nobel, en fait, qui l'a très, très bien souligné et donc l'idée était heu, pour qu'elles puissent vraiment prendre conscience de ça, allons quantifier et tarifer tout ce qui est apporté là, puisque quelque part aujourd'hui, on met du prix sur un peu tout et n'importe quoi, pourquoi pas sur ce travail-là? Qui n'est ni aujourd'hui quantifié, ni, rémunéré, en fait. Et en réalité, on peut très bien le faire. Pourquoi? Parce que si on prend une femme de ménage, combien elle prendrait? On peut multiplier ça par le temps qu'on passe à la maison. Si on doit prendre une nounou, combien ça prendrait? On peut multiplier ça par le temps, que nous, on y met, en fait. Pareil pour le repas, les courses, et j'en passe, hein. Mais il faut prendre en compte cette valeur-là. Donc on apporte la sécurité parce que les enfants arrivent à la maison, ils savent que maman est là, ils n'ont pas à se casser la tête, sur, «Ah là là, si j'arrive tout seul à la maison» et cetera. Non, là, il y a quelqu'un qui est là. Pareil, quand le mari arrive, tout est déjà prêt. Donc là, on a tout de suite une vie de qualité puisque
on n'a plus ce côté discussion de ménage ou quoi que ce soit à faire. On passe directement sur les discussions qualitatives. Et donc tout ça, il faut vraiment prendre en compte. Et il y a aussi un point qui est essentiel, c'est le fait que nous sommes des facilitatrices. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche toujours des solutions et on les trouve. À un problème, on cherche et on trouve une solution. Et pour la gestion de notre foyer, c'est comme ça, hein. Moi, je gère à la fois, le foyer, l'entreprise et cetera. Je suis dans l'administratif, et financier. Donc même pour l'administratif, je vois bien que, on a de l'administratif à gérer, pour le foyer aussi. Et ça, s'il fallait prendre une assistante aussi, c'est un prix. Donc quelque part, quand on fait vraiment les comptes, on se rend compte qu'on apporte quelque chose qui a de la valeur et en même temps, on a ce côté, soutien, on a ce côté, facilitateur des choses et je suis coach, donc c'est une ressource, par exemple, que moi je valorise. C'est-à-dire que je sais qu'en étant une femme, j'ai cette capacité-là à trouver des solutions, à trouver des ressources. Parce que ça fait partie de ce que j'ai reçu dans cette manière de toujours vouloir donner, se sacrifier, etc. Ça, il y a très peu de femmes, en fait, hein, qui ont conscience, comme tu disais, de ça, de la richesse, qu'elles produisent au sein de leur foyer, et puis, bah, c'est encore tabou. Comme tu disais, oui, il y a des Tout économistes, à fait. qui l'ont chiffré, et au moment où elles veulent reprendre le travail ou au moment où elles lancent leur boîte, hein, moi je le vois parce que j'interviens beaucoup sur ces sujets-là, eh bien, elles ont quelque part, une espèce de culpabilité à tarifer quelque chose qu'elles ne savent pas valoriser puisqu'il a été donné gratuitement toute une partie de la vie. Et puis, bah, il était donné gratuitement aussi par nos mères et nos grands-mères. Donc, on ne pense pas que ça a une valeur économique. Tout à fait. Alors, tu sais que je travaille sur, les archétypes financiers et en fait, dans ces archétypes financiers-là, il y en a un qu'on appelle le nourricier et le nourricier, c'est justement l'idée de se sacrifier pour l'autre. Donc on nourrit, on nourrit, on nourrit l'autre, même si on n'a plus rien, nous, pour nourrir. On va aller chercher ailleurs, on va vraiment être complètement sacrificiel et on va aller donner. Donc le problème, c'est qu'on est sur une question d'équilibre. La loi d'équilibre, hein, c'est une loi de l'univers. Euh, Là, on est tout le temps sur du donner. Notre culture judéo-chrétienne nous dit quoi? Bah, plus tu donnes, bah, tu vas recevoir, mais autrement. Sauf que quand tu regardes ton compte en banque, tu te dis, mais il est où ce... ça se présente comment cette réception-là? Donc, même quand tu reçois, c'est-à-dire que la loi de l'univers veut qu'il y ait un équilibre. Donc, quand tu donnes, tu reçois. Et ben en fait, on est incapable de recevoir. Et donc on reçoit, mais on va le redonner directement. On culpabilise de recevoir. Donc on va le redonner. Et c'est là où le travail, il doit aussi être fait. C'est que prendre conscience qu'effectivement, tu donnes, mais déjà donne peut-être ce que tu as. Si tu n'as pas, voilà, tu vas finir par brûler, hein. Les burn-out, c'est quoi? C'est je brûle de l'intérieur parce que je donne, je donne, je donne, je finis par brûler. Et quand tu reçois, eh bien, reçois avec joie, tout simplement. Parce que des fois, on reçoit, mais on n'arrive plus à recevoir. On ne peut pas, on culpabilise tellement. Donc, du coup, on donne. Et donc, le jour où tu reçois, eh bien, garde-le pour toi. Il y a des mécanismes budgétaires qui disent que quand tu reçois quelque chose, eh ben, tu te payes en premier. D'abord, toi, tu t'honores et ensuite, tu honores les autres. Donc ça, il faut aussi en prendre conscience. Donc là, c'est effectivement, on est sur ce côté incapacité à recevoir, difficulté à recevoir, culpabilité à recevoir. Et donc, on ne fait que donner, mais à la fin, on brûle. Et c'est très important ce que tu viens de dire. Je pense que ça explique en grande partie le burn-out qui est très présent chez les femmes et notamment, on va dire, souvent autour de la quarantaine, à partir du moment où on a eu un ou Mm. plusieurs enfants, parce que
Justement, eh bien, ce côté sacrificiel prend le dessus sur le reste. Alors à ce moment-là, justement, comment est-ce qu'on fait, pour se redonner de la valeur? Et je le vois notamment, la plupart des femmes, switchent, sur l'entrepreneuriat, on va dire autour de la quarantaine, et beaucoup, après un burn-out, puisqu'elles souhaitent, mieux équilibrer, leur temps de travail et justement, eh ben, c'est prendre conscience de où part notre temps, notre énergie et apprendre à dire non pour se faire passer avant le reste. Exactement. Donc toujours en prenant l'exemple de cet archétype du nourricier, c'est un archétype qui ne met pas de limites, incapable de mettre des limites. Donc la première chose à faire effectivement, c'est de mettre des limites, oser dire non. Là, il faut savoir que il y a l'accompagnement ici, c'est aussi par rapport au regard qu'on porte sur soi. Et quand on commence vraiment à se poser les bonnes questions et à tourner le regard vers soi parce que, là, c'est toujours cette tendance à aller chercher à l'extérieur. En réalité, tout est déjà à l'intérieur et donc l'idée, c'est d'aller voir à l'intérieur et de mettre, si vraiment, s'il le faut, des prix sur tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Et là, comme je disais, en préambule, c'est aussi la construction de la confiance en soi. Et donc, il est très important de pouvoir, et je dis bien pouvoir, c'est vraiment le mot pouvoir que je souhaite ici mettre en exergue, le pouvoir de dire non quand ce n'est plus aligné avec nous-mêmes et, et parce que ça va continuer à nous brûler. Là, il faut mettre les limites, il faut savoir dire non. Appliquer ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir et vraiment oser le faire. Je prends encore un exemple, moi d'il y a, quelques années, avant que je ne commence vraiment à travailler sur moi-même et à comprendre tout ça, c'est la manière dont j'ai élevé mes enfants. J'étais incapable de leur dire non. Pourquoi? Parce que si je dans ma psyché à moi, si je leur disais non, ils ne m'aimeraient plus. Donc mon filtre à moi, c'était l'amour. Donc je faisais les choses parce que j'avais envie quand même. J'apportais, je ne disais pas non parce que, ben oui, tu sais bien, la petite fille, qui a été, élevée pour obéir, ne pas déranger, pourquoi est-ce qu'elle irait dire non? Elle serait rejetée directement par la société. Donc ça, je ne pouvais pas accepter. Et quand je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne les aidais absolument pas, puisque faire les choses à leur place, c'est un peu leur donner le message, bah, en fait, toi, tu es incapable de le faire, moi, je peux le faire, donc laisse-moi faire. Donc je ne les aidais pas et c'est cette prise de conscience-là aussi qui a fait que j'ai commencé à mettre les limites. Parce que je me suis rendu compte que eux mêmes n'allaient pas pouvoir exercer leur propre pouvoir si moi je faisais tout à leur place. Donc je perdais sur les 2 tableaux et en ayant changé d'optique eh bien, j'ai vu à quel point ils ont, gagné en épanouissement et en autonomie. Il y a des choses que je n'ai plus besoin de leur dire et ils le font d'eux-mêmes. Par exemple, la vaisselle, ils font chacun leur tour. Ça peut paraître comme ça, anodin, mais ça change vraiment la dynamique dans le foyer parce que tout le monde, du coup, est acteur dans le foyer. Et là, ça fait partie d'une des conséquences du fait de dire non et derrière, par contre, d'avoir cette explication-là parce que toi-même, tu as besoin de comprendre pourquoi tu dis non pour ne pas culpabiliser. Mais quand tu vois le résultat et ben, en fait, tu te rends compte que tu as bien fait parce que tu permets aussi à l'autre de gagner en autonomie, tout simplement. Et comme tu disais, dire non, c'est développer des compétences chez les autres et puis c'est C'est se ça. dire oui pour pouvoir soit avoir du temps et de l'énergie pour développer les siennes et là aussi, il y a des choses, qui sont très féminines, hein, que je note Mmh. particulièrement chez les femmes, mais un petit peu Mmh. moins chez les hommes. C'est cette difficulté à se faire passer avant le reste, à investir sur soi, parce que c'est parce que soi-même on va bien, soi-même on a des compétences et après, ben, on va revenir sur ce sujet aussi qui est le rapport à l'argent, mais soi-même on gagne de l'argent, soi-même on sait investir,
que nos enfants auront une vie alignée et que ce sera des êtres libres et c'est absolument pas en se sacrifiant et en les faisant passer avant nous. C'est ça. Donc ça nous permet aussi d'évoquer cette question qui est l'ossature financière. Parce que, eh bien, quand on a du mal à se faire passer avant le reste, quand on a du mal à être consciente de sa valeur, souvent, on sous-tarifie quand on est entrepreneur. On ne met pas à la juste place cette question qui est justement le rapport à l'argent et notre propre éducation financière. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes également, chez les personnes que tu accompagnes? Moi, je le vois chez 100 des femmes quand elles arrivent à l'entrepreneuriat. Bah, comme toi et c'est toujours un sujet, hein, actuellement parce que je fais partie aussi d'une association, de femmes entrepreneurs et donc dans cette association-là, on se bat vraiment, pour qu'elles aient un autre regard sur elles-mêmes et effectivement, on a cette tendance à sous-tarifer. Alors, je vais prendre mon exemple. Moi, c'était je me mettais à la place de l'autre et à chaque fois, je me disais: «Mais elle ne va pas avoir les moyens de payer ça». Je me disais, «Bah, oui, avec, ma culture judéo-chrétienne, le but du jeu, c'est qu'elle s'en sorte. Donc moi, j'ai la chance d'avoir la compétence et pourquoi j'irais vendre ça cher?» Et en fait, rien qu'en ayant cette pensée-là, là encore, c'était moi que je desservais totalement puisque d'une part, je ne sais pas, combien cette personne a dans ses poches. Et d'autre part, je moi-même, j'ai payé cher pour faire mes formations, avoir mon expérience et tout ça et je dévalorisais complètement tout ça et c'est mon temps aussi que je bradais en fait, hein, et jusqu'au moment où ça a commencé à vraiment m'énerver parce que je me suis dit: «C'est quand même marrant» parce qu'une fois qu'elles ont fini, l'accompagnement, voilà, rien que qu'en ayant optimisé leurs impôts ou leurs dépenses, le prix qu'elles enfin l'investissement en réalité, ils leur sont déjà revenus largement et c'est là où je me dis: «Mais en réalité, ça vient de moi». C'est parce que je ne voyais pas ce bien que j'apportais là. J'étais bloquée sur le prix et heu, évidemment, quand tu n'as pas conscience de ta valeur et bah, tu fais quoi? Bah, tu mets des prix, n'importe comment, en dessous même de la concurrence, hein, normalement, on est tous censés passer, tarifer à partir d'une base et moi, j'en étais même à faire des prix en dessous de la base. Et ce n'était absolument pas par peur d'avoir des clients, c'était uniquement, parce que moi-même j'avais, une sensation que je ne valais pas ça. C'était vraiment ma valeur intrinsèque que je mettais en cause inconsciemment. Et donc ça a été tout un travail bah de se rendre compte de de tout ce qu'il m'a fallu moi mettre sur la table pour arriver à ça. Et de tarifer à ma juste valeur en réalité. Et je n'ai pas perdu de clients, au contraire, hein. Alors justement, sur, les principaux éléments pour vous donner de la valeur et faire du fait de, transformer votre relation à l'argent et construire votre liberté financière, quelque chose de possible et de simple dans vos vies, eh bien, il y a différents éléments dont il faut prendre conscience. La première chose, on le disait, c'est son temps, son énergie et où est-ce qu'on les met, où est-ce qu'ils passent et c'est commencer à les mettre sur vous en priorité. Autre chose, votre relation à l'argent, la libérer et faire de ce sujet quelque chose de fluide, d'agréable, de positif, dans votre vie et ça, je vois beaucoup de femmes qui prennent conscience de, cette question parfois un peu trop tard. Autre élément, eh ben, c'est, prendre conscience que, on est tous sur cette terre, quelque part pour réaliser notre mission de vie et un certain nombre de rêves et que faire ça, c'est ça qui va donner une valeur, exquise à notre existence et ça, je vois relativement peu de personnes qui le font et pourtant c'est réellement transformateur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis tout à fait d'accord parce que je vois bien, aujourd'hui que l'argent devient aussi une excuse.
Ben non, je ne peux pas faire ci parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas réaliser mon rêve parce que je n'ai pas d'argent. Eh bien, j'aimerais dire qu'en réalité, le problème, il est ailleurs, hein. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Et donc, justement, il faut ici se pencher sur sa relation à l'argent, juste pour comprendre pourquoi est-ce que ça devient quelque chose de bloquant par rapport à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie d'être, tout simplement. Il faut aller regarder plutôt par rapport aux peurs, aux culpabilités, et cetera. Parce que oser être soi, c'est, quelque chose qui se travaille de l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc rien que le fait de dire non, voilà, vous positionnez pour dire non, l'argent ici n'a pas, comment dire? Un impact par rapport à ça. Maintenant, il y a aussi le côté où je veux oser prospérer par rapport à ma valeur, par rapport à qui je suis. Là, c'est comment dire? Le travail, le vrai levier, il va être ici. Donc, quand on arrive à travailler ça, à mettre en valeur ses expériences, à mettre en valeur le fait que, bon, je gagne un salaire, d'accord? Dans la société patriarcale, on dit la femme, c'est le deuxième salaire. Bah, je ne suis pas forcément d'accord. Par rapport à tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas parce que le montant est en dessous et je n'expliquerai pas le pourquoi du comment puisque, aujourd'hui on en parle déjà beaucoup par rapport à cette valorisation et à la place qu'on nous donne. Mais, on gagne de l'argent et comment moi je fais pour gérer déjà oser prospérer avec cet argent et ne pas le tout de suite le donner en fait, hein, par diverses manières. Parce que tant qu'on n'a pas réglé ce problème de réception-là, il y aura toujours quelqu'un qui va venir, pour dire: «Ah bah, j'ai un gros problème, est-ce que tu peux m'aider? C'est une question de vie ou de mort», donc l'argent va toujours partir. Donc il y a déjà à la base aussi une, éducation financière à avoir. Donc évidemment, le premier investissement, c'est toujours sur soi. Et ensuite, une fois qu'on a compris comment gérer son argent, on peut investir, on peut faire en sorte que l'argent travaille pour nous et est au service et l'argent est au service de nos rêves, en fait. C'est pas du tout l'inverse, hein, c'est pas: «Je rêve d'avoir plein d'argent», non, je rêve de ça et je fais en sorte, d'y arriver et je m'éduque, je prends les comment on appelle ça? Je prends les devants, je fais ma feuille de route. Qu'est-ce qu'il me manque pour arriver à ça? Et je le fais et je marche et je sais que j'ai les ressources nécessaires pour y arriver. Oui, et ça, c'est très important ce que tu viens de dire. On a pour beaucoup été élevés avec, on va dire un triptyque dans le mauvais ordre. On nous a dit, qu'il fallait avoir pour être la personne qu'on voulait et faire, et en fait non, il faut Exactement. commencer par être la personne qui va avoir les résultats que vous voulez, poser des actions simples, alignées, sur lesquelles vous ne vous sabotez pas, et enfin vous aurez, mais si vous attendez d'avoir pour être et faire, et en fait, vous n'aurez jamais, c'est pas le bon ordre. C'est exactement. En fait, c'est comme si on a une coupe à l'intérieur, mais il y a un trou dans cette coupe, donc on remplit, on remplit, on remplit, mais ça se vide, ça se vide, ça se vide, donc ça ne sert absolument à rien. Donc travaillez d'abord sur vous pour que votre coupe soit bien le contenant qu'il faut, qui ne laisse plus, partir, qu'il n'y ait plus de fuite, hein. On parle de fuite aussi dans les finances. Donc pour qu'il n'y ait plus de fuite, là, vous pouvez enfin faire, réaliser ce que vous avez à réaliser. Mais tant que c'est pas fait de l'intérieur, ça n'aura aucun impact. Ça n'aura aucun impact. Vous allez vous épuiser à remplir, mais ça se videra, automatiquement puisque c'est pas travaillé. Oui, alors ça, je le vois. Il y a plein de personnes, qui n'ont absolument pas conscience, qui pensent justement que, le problème, est à l'extérieur. Il leur faudrait une technique miracle, une solution fantastique, un hack, un hook, une méthode venue de je ne sais pas où, pour résoudre leurs problématiques, et ça coince avant tout à l'intérieur. Donc ça, c'est une forme de maturité aussi. Souvent, on s'en rend compte sur le tard, hein. Moi-même, il a fallu un moment pour me rendre compte que, parfois, c'est moi-même qui m'auto-sabotais sur pas mal de choses, et qu'en allant résoudre une petite chose à l'intérieur, j'allais avoir des résultats exponentiels à l'extérieur. Tu as dû le voir Tout à chez fait. toi et chez les personnes que tu accompagnes Oui, également? tout à fait. Donc en Et justement,
Heu rien qu'en par exemple, quand on travaille sur le transgénérationnel, on travaille sur les croyances limitantes. Rien qu'en prenant conscience d'une certaine forme de loyauté que tu avais avant et qui ne te sert absolument plus, parce que dans ta famille, bah, oui, les femmes, sont soumises, elles sont, censées travailler au foyer et cetera, donc tu ne peux pas, toi, aller travailler ailleurs, donc tu te mets, en gros, tu t'auto-sabotes, mais c'est parce que derrière, il y a cette croyance limitante-là. Mais quand tu te rends compte que ça ne vient pas de toi et que ça ne te sert absolument pas, là, tu peux changer les choses. Et donc c'est vraiment du travail, bah, d'artisanat. On vient chercher, tirer le fil au fur et à mesure parce que tout est construit, dans la psyché et c'est ça aussi qui nous conditionne. Donc on vient vraiment, enlever au fur et à mesure toutes ces croyances-là pour les remplacer par quelque chose, je vais donner un exemple. Moi, par exemple, quand on parle de travail, pour moi, évidemment, c'est la torture. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille dur pour chaque euro gagné. C'est un travail énorme à fournir, sinon ça n'a pas de valeur. Et quand j'ai, fait ma première formation en coaching financier, la première chose, que, ma formatrice m'a dit, c'est: «Ingo, toi, il va falloir que tu mettes le mot amusement dans ton travail». Et donc, du travail où c'était quelque chose de pénible et de compliqué et que je ne pouvais je me disais: «Mais non, je ne peux pas gagner beaucoup d'argent parce que j'ai beaucoup de travail à fournir pour avoir ça et je me sens pas capable de fournir tout ce travail-là». Je suis passée de: «Je suis une chef d'entreprise qui s'amuse et plus je m'amuse, plus je prospère». Et là, ça change totalement le la vision. Ça switch complètement, en fait, l'idée, de dire que le travail, c'est quelque chose de pénible et que, voilà, je ne veux pas m'enrichir parce que s'enrichir veut dire, être l'esclave. C'est ça, hein? Il y a derrière. Je vais être l'esclave, en fait, de l'argent puisque, quelque part, je travaille pour avoir de l'argent, mais pour avoir cet argent-là, je fais un travail qui me tue, en fait. Et donc ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des croyances. Aujourd'hui, je fais énormément, de choses qui me plaisent, vraiment, hein, je me lève le matin, j'ai le peps, je suis heureuse d'accompagner en plus, les femmes dans la même dynamique. Donc, je ne travaille plus, je suis en vacances en permanence. Et justement, tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité? Oui, alors, je suis, coach financier, en fait. Donc, j'accompagne, des TPE dans la gestion quotidienne, des finances et j'accompagne aussi donc les femmes, donc que ce soit des chefs d'entreprise ou des particuliers, dans la comment on appelle ça? La rentabilité de leur entreprise, en fait. Donc, je suis une ancienne comptable, donc ceci explique cela. Et donc j'ai développé le coaching parce que, j'ai fait aussi beaucoup de coaching en développement personnel et donc j'ai mixé les 2. J'ai mixé le coaching financier avec, le coaching en développement personnel et donc j'accompagne également comment on appelle ça? Les adolescents. En réalité, toutes les personnes à partir du moment où ils touchent l'argent, je les accompagne, tout simplement. Il n'y a pas de restriction. Mais évidemment, j'ai une prédilection pour les femmes puisque, c'est mon cas et les femmes qui ont les mêmes problématiques que moi puisque comme j'ai vécu, la situation et que j'ai trouvé les outils nécessaires pour m'en sortir, c'est beaucoup plus facile pour moi en réalité de les accompagner sans forcément, donner les conseils, mais vraiment de réveiller en elles, la lionne qui sommeille en fait, tout simplement. Et puis souvent, bah, on attire à soi qui on est. Et souvent, bah, les femmes, c'est pour ça qu'on se retrouve à accompagner des femmes, c'est la loi de C'est vrai. l'attraction, ça aussi, et de la Mmh. résonance. Et du coup, bah, moi aussi, hein, quand je travaille, sur, un public, sur ces questions de développement financier, je travaille avant tout sur les sujets de développement personnel. Il y a peu de personnes qui ont Personnel. compris ça. C'est qu'en fait, il faut faire évoluer son éducation financière en même temps
qu'on évolue soi-même. Pourquoi? Bah, parce que sinon, il y a un moment où on s'auto-sabote si, l'un avance plus que l'autre et je le Mmh. vois beaucoup chez les entrepreneurs. Il y a beaucoup de personnes qui forcent, qui posent des actions, qui n'avancent pas sur leur développement personnel et hop, elles repartent à la case départ à un moment parce qu'elles s'auto-sabotent. Mmh. En tout cas, je te remercie, de ces échanges. Je pense qu'on va en avoir inspiré beaucoup, à réviser leurs croyances et puis, eh bien, à s'autoriser à dire non, à s'autoriser à ne plus se sacrifier, et à prendre conscience pleinement de ce qu'il faut qu'elles fassent pour se donner plus de valeur, que ce soit dans leur famille ou dans leur vie, professionnelle. Et donc, eh bien, si vous avez, des questions à nous poser, n'hésitez pas, on y répondra toutes les 2. Et je te remercie de ce temps que tu nous as consacré. Bien, je te remercie, aussi Ophélie parce que, c'est un sujet actuellement, comme on a dit tout à l'heure, hein, on est la génération de celles qui commencent à prendre conscience et donc nous sommes celles qui allons guider, celles qui arrivent là, dans les générations futures et donc, là, très clairement, j'ai la sensation de poser vraiment une pierre là, de me dire, «Ce que j'ai traversé est utile parce que nous allons aider d'autres à passer, à faire ce passage, en fait. Et donc je te remercie pour, cet espace que tu as créé et j'espère que qu'il y en aura d'autres et que tu continues le travail, que nous continuons le travail et passer le flambeau au fur et à mesure. Et merci beaucoup. Je pense que pour beaucoup, là, celles qui, prenons la parole sur ces sujets, on a aussi pris conscience parce qu'on est maman, que, la génération d'avant, ne s'était pas autorisée à libérer sa relation à la Oui, réussite et à l'argent et que c'est parce que nous, on allait le faire, on allait être un petit peu les moutons noirs de la famille, qu'on allait libérer la parole et la possibilité pour la génération, d'après, de se créer une vie sur mmh, mesure, une vie plus libre. C'est souvent, la seule chose tout que à nous fait, souhaitons à nos enfants, de se s'autoriser à être libres et heureux. tout à fait. Je te remercie encore Très et je bien. vous dis à très bientôt.